History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans cette 16e émission de History avec Nathan, Roman et Roman Maïfo cette fois. Bonjour. Donc déjà merci à Roman d'être venu. Avec plaisir. T'étais déjà venu une première fois. C'était pour le thème chance. C'était pour le thème chance, voilà. Oui. Et donc là, t'es là avec du coup le thème l'Espagne au Moyen-Âge. Et donc les deux mots, c'est racine, les 10 mots, c'est racine, verdure, capture, billard, personne, vinaigre, révolution, rouille, Clara et cadeau. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan. Il a oublié le thème, du coup je vais le rappeler. Non, j'ai dit le thème Moyen-Âge bon en Espagne. Oui. Moyen-Âge, désolé. Tout commence dans une auberge. Nos deux héros, après un long voyage, avaient besoin de se reposer et d'enfin pouvoir manger un bout. L'endroit était rempli de plein de personnes et chacune d'entre elles festoyait. La bière coulait à flot et la nourriture était abondante. Tout cela semblait bien loin des révolutions de la capitale. Après avoir pris connaissance des lieux, le duo partit s'asseoir au fond de l'auberge. Ils n'étaient pas venus ici par hasard, bien au contraire. Ils étaient là pour exécuter les ordres du roi d'Espagne. Leur mission était de capturer un dragon. L'un des derniers vivants sur ce monde, et bien sûr, le rapporter en cadeau pour le seigneur. Après quelques parties de billard bien agitées, nos héros allèrent se coucher bien bourrés, mais aussi se préparer, on va dire, pour la dure journée de demain. Clara se réveilla par une odeur horrible de vinaigre. C'était le grand jour, celui de la quête. Ils partirent de l'auberge et rentrèrent dans la forêt à la verdure luxuriante. Après quelques racines esquivées et collines à monter, ils tombèrent nez à nez avec un donjon abandonné, en ruine et tout rouillé. Les informations qu'ils avaient annonçaient la présence de la bête en ce lieu. À peine ils eurent le temps de s'approcher que le dragon sortit. Le plus courageux des deux sortit son arme, mais celle-ci se transforma en rouille presque instantanément, puis devint poussière. Le dragon prit la parole et dit aux aventuriers que ça ne servait à rien de le tuer. Il allait mourir de toute façon. Dans peu de temps, il allait mourir dans peu de temps. Il leur révéla que les dragons vivent sur une île perdue de tout, à l'abri des hommes, et que personne ne les trouverait jamais. Les dragons n'ont jamais voulu de mal aux hommes, mais c'est par peur l'un de l'autre qu'ils prirent les armes pour s'entretuer. Mais ils ne distinguaient pas cette animosité chez nos héros, qui comprirent directement que l'animal ne voulait pas les tuer. Il décida de les emmener avec lui jusqu'à l'île pour créer un endroit où dragons et humains puissent vivre ensemble. Tu t'es inspiré du film Dragon. Ouais, tu t'étais déjà inspiré, ouais. Mais du coup, là, c'est pas mal. Je galère un peu à lire quand même. Tu galères un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Ça va, on arrive à suivre quand même. C'est pas... Et j'ai remarqué, t'aimes beaucoup le registre très fantastique, tout ça. Oui, je m'attendais pas à une histoire de dragon, mais du coup... Moi, j'aime beaucoup justement, les dragons. ça change. Ouais, moi je m'y attendais un peu parce que Moyen-Âge, je sais qu'il aime bien les trucs fantastiques, tout ça. Moi, on m'a dit Moyen-Âge, je fais... Ouais, genre. Dragon. Je suis sûr que ça allait être des récits, j'étais sûr que ça allait être un récit, tout ça. Ouais, j'aime bien tout ce qui est dragon, démon. Ouais. Par contre, est-ce qu'on est en Espagne? Oui, parce que il y a marqué le roi d'Espagne. Ah, le thème est bien loin, genre. Génie. Ok, tu rentres dans le thème. Attention, hein. Et oui, il fallait le mettre, c'était le contexte entre guillemets où c'est des héros moyenâgeux. Voilà. Très bien. Ah, Un duo. Je m'attendais à une... Ok. Du coup, on va passer à la deuxième histoire de Roman, l'Arctique cette fois. Cher Felipe, je te réponds à la suite de ta lettre que tu m'as envoyée il y a maintenant quelques mois. Tout va très bien ici, les parents se portent pour le mieux. Clara a enfin fait ses premiers pas et moi j'ai trouvé un travail dans la tapisserie du coin. Je pourrai enfin aider les parents à payer à manger, car pour tout te dire, en ce moment c'est assez difficile de trouver à manger. Mais ne t'inquiète pas, personne n'est encore morte dans le quartier et Madame Garcia a trouvé une solution qui devrait normalement régler d'ici peu le problème. Je te tiendrai bien évidemment au courant de l'avancée de notre situation. Et toi, comment se passe ton travail de forgeron à Barcelone ? C'est pas trop éprouvant ? Et ton patron, il est gentil avec toi ?
D'ailleurs, j'ai trouvé ton histoire très amusante à propos de ton trajet interminable en calèche. Je ne pensais pas que des personnes aussi dérangées pouvaient exister. Ce Juan Maria a sûrement dû tomber de son berceau à la naissance pour faire et dire des choses aussi délirantes. Pourquoi voulait-il donc voler cette chèvre? Elle ne lui avait pourtant rien fait. Oh, je n'imagine même pas ce qu'il aurait pu faire s'il l'avait capturée. Peut-être l'aurait-il tué sauvagement? Ou peut-être voulait-il simplement te l'offrir en guise de cadeau? Je ne sais pas trop, mais cela m'intrigue énormément. Pas toi? Quoi qu'il en soit, cette chèvre est toujours libre et c'est bien le principal. Ce genre de personnage devrait finir sur le billard. Tu me dis aussi dans ta lettre que tu as réussi à te loger dans un appartement en dessous des toits. Mon pauvre, il doit faire une chaleur insupportable là-dessous. D'ailleurs, pour ne pas que tu aies trop chaud, Madame Garcia, encore elle, m'a donné une astuce... Pardon, excusez-moi. Madame Garcia m'a donné une astuce, oui, encore elle, mais tu sais bien que c'est elle qui garde tous les secrets et remèdes de Guenoche. Il faut que tu mélanges une cuillère de vinaigre blanc avec une écuelle d'eau et tu appliques cette potion sur ton cou, tes poignets et tes chevilles et comme par enchantement, tu auras moins chaud. Avec moi, cela marche merveilleusement bien. Dis-moi si cela fonctionne aussi avec toi. Que dire de plus? Oh mais oui, bien sûr, j'allais oublier le plus important. J'ai aidé les parents au chant pour la première fois. À force de m'y forcer, j'ai finalement cédé à leur demande. C'était horrible. J'espère ne plus jamais avoir à le refaire. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'es enfui à Barcelone. Cette chaleur, ce soleil, cette humidité et les racines de pommes de terre insupportables à démêler me sont insoutenables. C'était la première et dernière fois que je les aidais au champ. S'ils me sollicitent et me forcent encore une seconde fois, je pense que j'enclencherai une révolution. Jamais ils ne me renverront dans leur champ peuplé d'effrayantes verdures. Oh. Je préfère amplement rester dans mon atelier de tapisserie où là, au moins, je suis au frais et j'ai pas à fournir d'efforts trop conséquents. Attention, hein, je te vois déjà venir en me disant que je suis une godine, mais sache que mon travail de tapisseuse est aussi complexe. Il est simplement beaucoup plus agréable et moins dangereux que le travail au champ. Au moins, je n'ai pas à toucher des outils pleins de rouille qui m'encrassent les doigts. Là, avec mon travail, mes doigts sont toujours propres et ne risquent certainement pas d'attraper la maladie mortelle dont tout le monde parle. Je crois que cette maladie s'appelle le tétanos. En as-tu entendu parler? Connais-tu des personnes qui l'ont attrapé? J'attends ta réponse avec impatience. En attendant, fais attention à toi. Anna. C'est pas grave, non, j'avais oublié un morceau de mon truc. Je signais Lucia Romanes. Oh. Enfin, Ramones. En tout cas, j'aime beaucoup... c'est épistolaire. Oui, voilà, c'est ça. C'est épistolaire. Ouais, j'y ai pensé la dernière fois et je me suis dit, bah pourquoi pas. Est-ce que tu t'es inspiré, parce que je crois qu'on avait le mot tapisserie dans les dernières émissions récentes. Ah, peut-être. Et du coup, ça se trouve, tu t'es fait influencer. Ouais, sans doute. Parce que, pour son métier. Bah, en fait, j'avoue que je savais pas quel métier prendre. Je lui dis tapisserie, allez. C'est beaucoup plus simple à choisir. Et je sais pas si vous avez démêlé les mots du Moyen-Âge. Godine, normalement. Godine, ouais. C'est quoi? Alors, une godine, c'est une fainéante. Voilà, ça c'était au Moyen-Âge. Ouais, je suis contente. Et genoche, j'ai dit guenoche, mais genoche, c'est une sorcière. Ok. Voilà. Et par contre, juste, ce genre de personnage devrait finir sur le billard. C'est-à-dire sur le billard, en fait, ouais, c'est une expression, mais du coup, je pense que c'est plus une expression contemporaine, parce que billard, ça n'existait pas. Ouais, et donc le billard, c'est l'opération, en fait, se faire opérer. Ok. Voilà. Oh. Je savais pas du tout. Bah, en fait, je savais pas comment le placer, parce que ça allait pas du tout avec mon histoire. Donc, ouais, c'est vrai que billard... Ouais. Ok. Donc voilà. Je me suis dit, je vais le mettre en expression, ça va passer peut-être. Ouais. Et bien maintenant, on va passer à mon histoire. Donc Gustave est un homme de 26 ans. Et donc Gustave, lui, va rencontrer une fille qui s'appelle Clara. Et qui vont tout de suite être attirés l'un pour l'autre. Et ils sont fous amoureux, vraiment. Tous les deux adorent aller se promener en forêt, voir la verdure et ne faire qu'un avec la nature jusqu'aux racines des arbres. Donc vraiment, ils aiment trop ça. Mais Clara, elle adore l'histoire. Et donc elle est justement historienne. C'est ce qu'elle veut faire plus tard et c'est ce qu'elle est. Donc elle a toujours travaillé sur l'histoire de l'Europe, autant contemporaine avec la Révolution française que l'Inquisition espagnole. Et d'ailleurs, l'Espagne, c'est son pays préféré.
Donc elle a visité plein de fois, des dizaines de fois, donc se souvient de chacun de ses voyages, même ceux étant tout petits avec ses parents. Donc déjà tout petit, elle y allait tous les ans voir ses parents, ses grands-parents, tout ça. Et donc un jour, Gustave lui offre un cadeau. Ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, Gustave, il connaît très bien sa dulcinée. Et donc, je lui offre une vieille crosse toute rouillée. Et donc, c'est une crosse de Villorta. Donc, c'est l'ancêtre du billard, mais en espagnol. Et donc, ce jeu était joué au Moyen-Âge. Et c'était un mélange entre le golf et le billard. Et c'était joué par les rois dans la cour. Et donc, elle va laver au vinaigre blanc son trésor. Mais sa capture d'objets à collectionner n'est pas terminée. Personne ne pourra l'arrêter. Je savais pas comment finir cette histoire, ok. On voit bien la régie à gueule à côté. C'est quoi ces fins d'histoire? Arrêtez, c'est bon. C'est une idée, c'est une idée comme une autre. Ouais, mais c'est bon. Si, ça va, elle tient la route quand même. Oui, mais ouais, j'ai pas vraiment pu développer. Mais c'est pas grave, au moins t'as fait une histoire et déjà on voit la différence déjà entre nos 3 histoires et maintenant on va voir avec celle de Romane où je pense que ça sera vraiment différent. On va voir. J'appréhende un peu. Il y a pas de quoi. Surtout passer avant elle, quoi. Ouais, bon, c'est pas que... C'est mieux de passer avant qu'après elle. C'est vrai, d'un côté, oui. Du coup, on va passer maintenant à l'histoire de Romane Maifo. Ok, donc avant de lire mon histoire, comme la dernière fois, il faut que j'explique un peu. Donc depuis que j'ai commencé à écouter votre émission, j'ai décidé de reprendre vos mots depuis le début et d'écrire mon histoire comme vous. Sauf que j'ai gardé le même personnage et chaque épisode raconte une histoire de sa vie ou de l'espèce humaine. Car oui, ce personnage, Nord, vit dans le futur. Et oui, on part dans les époques futuristes, dans les années 4100 et quelques, après l'extinction de l'espèce humaine, et donc elle appartient à l'espèce des gardiens. Une des principales caractéristiques de cette espèce, c'est qu'ils peuvent voyager librement dans le temps et dans l'espace, ce qui, je dois l'admettre, est assez pratique quand on a des thèmes comme celui d'aujourd'hui. Le principal trait de caractère de Nord, notre personnage principal, c'est le sarcasme. Nord est hyper sarcastique, même cynique à l'égard de l'espèce humaine. Elle passe son temps à se foutre de nous, au point d'en devenir méchante et même sadique parfois. Donc les épisodes sont tous indépendants les uns des autres, et celui d'aujourd'hui est assez sentimentaliste. Car oui, depuis la dernière fois que je suis venue, Nord a grandi et a rencontré son âme sœur, qui s'appelle Eloa. Mais lui n'est pas aussi haineux envers notre espèce que notre héroïne, et il nous aime même plutôt bien. Attention cependant, j'avais pour mission de vous ramener une histoire triste, et croyez-moi, je ne me suis absolument pas privée. C'est un peu long, désolée, alors accrochez-vous, c'est parti. Je m'appelle Nord, et je suis née au 911e cycle, ou en l'an 4165 pour vous. Je vous parle donc du futur. Aujourd'hui, Eloa a décidé de me montrer que vous, les humains, vous n'étiez pas seulement puérils. Il m'a alors invité en Espagne, au Moyen-Âge de votre ère. Il présentait cela comme un cadeau en l'honneur de notre rencontre. Il avait pour l'occasion préparé une mise en scène pour me montrer votre humanité. Ce mot est un oxymore. Nous avons donc pu suivre une jeune demoiselle nommée Clara qui rencontra un homme appelé Grégoire. Curieusement, leur rencontre ressembla comme 2 gouttes d'eau à la nôtre. Ces 2 personnes vivaient leur vie chacune de leur côté sans se préoccuper des amours. Clara avec sa mère dans une petite maison et Grégoire seul depuis le décès de ses parents. Et alors qu'un beau jour, Clara se rendait dans son nouvel établissement où elle venait d'être embauchée en tant que couturière, Grégoire déboula à l'extérieur du bâtiment et percuta notre jeune demoiselle. Ils tombèrent soudainement sous le charme l'un de l'autre. Et si je n'étais pas aussi sceptique, j'aurais presque pu entendre un coup de foudre entre eux. Leurs regards se transformèrent et l'on pouvait entendre leur cœur battre la chamade à des kilomètres à la ronde. Boum, 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 boum. Eloa me prit la main et plongea son regard dans le mien, me faisant, le temps d'un instant, douter de votre barbarie. Mais cela ne dura pas longtemps et je me ressaisis, lui ordonnant du regard « Attends un peu ». Nous restâmes donc là à regarder les 2 tourtereaux s'observer, et puis bientôt se parler, s'asseoir sur un banc au milieu d'un parc plein de verdure, faisant abstraction du monde autour d'eux, capturés dans la douceur de leur instant. Que c'était pathétique, mais pas de tragédie à l'horizon. Pendant quelques heures, j'eus donc peur d'être forcée de croire que vous n'étiez pas réellement des monstres, vous, les humains. Et puis alors que la nuit commençait à tomber, et que j'allais renoncer, m'avouer vaincue, une voix lointaine cria le prénom de la jeune fille. Les 2 amants reconnectèrent instinctivement à la réalité, tandis que notre curiosité, à Eloa et moi, fut piquée à vif. La mère de Clara déboula alors, rouge de colère jusqu'à la racine des cheveux.
Les deux amoureux se regardèrent, paniqués et impuissants. La dame arriva près du jeune couple et s'arrêta, l'espace de 3 secondes. 1, c'est long 3 secondes, surtout quand on ne sait pas ce qui va suivre. 2, Eloa et moi étions pendus au suspense de l'instant. 3, et la gifle partit, violente, résonnante dans l'obscurité de la nuit. Un sourire commença à se dessiner sur mes lèvres. J'avais raison. Vous n'étiez pas assez sage pour que cette histoire se termine bien. La dame, sans regarder Grégoire, se mit alors à incendier Clara. La jeune aimée devenait soudainement la pire des criminels, responsable de la misère du monde. Elle fut traînée de force jusqu'à chez elle, tandis que notre Céladon se retrouvait sur son banc, les bras ballants, abasourdi par la vitesse des événements. Comblée, je me tournai vers Eloa et pour lui prouver la nuisibilité que je vous accordais, je l'invitai à rester encore un peu, admirer la fin de ce spectacle si tragique. Il accepta à contre-cœur et nous nous retrouvâmes chez Clara au moment où les deux femmes arrivèrent. La plus âgée ferma la porte sans s'être calmée de sa rage. Les minutes suivantes furent partagées entre des reproches et des coups dont Clara était la victime. J'étais de plus en plus satisfaite. Cette génitrice sénile était l'illustration parfaite de pourquoi je trouve votre espèce méprisable. Une fois la vieille femme calmée, elle injonctiva sa victime de nettoyer le billard avec du vinaigre, en particulier les pieds qui étaient pleins de rouille. Celle qui était quelques minutes auparavant la reine du monde aux yeux d'un homme se transforma alors en esclave aux pieds de cette asservisseuse. Pendant ce temps, Grégoire se leva et partit de son banc sans comprendre comment la tornade avait pu dévaler aussi vite sur leur jeune couple et tout détruire en quelques instants. Penaud et abattu, il se mit à errer dans les rues, espérant comprendre quelque chose à tout cela. En passant devant une maison, il entendit quelqu'un envoyer des ordres à une personne qui semblait ne pas pouvoir répondre. Il reconnut la voix de la vieille femme et pensa alors à débarquer dans le foyer, tel un pro-chevalier, créant une révolution envers cette arrogante qui lui avait ravi l'amour de sa vie. Eloa et moi étions intrigués par cette énergie si soudaine qui s'emparait de Grégoire. Rassemblant tout son courage, le jeune homme se posta derrière la porte, s'apprêtant à débouler comme une furie et à enlever son âme sœur pour l'emmener là où la folle ne viendrait jamais la chercher, comme n'importe quel prince charmant le ferait. Eloa et moi suivions ses moindres gestes avec attention. Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment vers l'extérieur, éjectant notre valeureux prince quelques mètres plus loin dans la rue. La folle ne remarqua pas Grégoire, les 4 fers à l'air, et s'éloigna de l'habitation, disparaissant dans l'obscurité nocturne. Le prince charmant, après avoir repris ses esprits, se pressa de se relever et de rentrer dans la maison, à la recherche de sa princesse. Mais au lieu de trouver sa demoiselle, il découvrit un corps nageant dans une flaque de sang. Il s'approcha du cadavre et remarqua les traces de coups qui avaient tué la jeune fille. Il comprit ce qui s'était passé. Sa princesse était morte sous la torture de la vieille dame. J'ai explosé de rire. Comme quoi, avec vous, tout est toujours bien qui finit mal. Vous en deveniez presque prévisible. Je décidai donc que nous en avions assez vu et qu'il était temps de rentrer. De plus en plus conforté dans mon avis, j'observais le visage de plus en plus confus de Eloa. Rentrés à notre époque, nous avons pu discuter de ce que nous avions vu. Eloa ne demandait pas de pouvoir un jour me prouver que vous, les humains, vous aviez un cœur. Mais d'ici là, je sais que j'ai raison et que vous, les humains, resterez pour toujours dans l'histoire une espèce nuisible et détestable. D'accord. Est-ce que toutes tes histoires finissent vraiment en mode la race humaine est vraiment nulle? Pas toutes, mais un peu quand même. Super. On voit l'espoir en nous. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que tu t'inspires de quelque chose, d'autres œuvres pour créer ton univers ou... Je pense que inconsciemment, oui. Mais consciemment parlant, non. D'accord. Tu lis beaucoup, non? En ce moment, plus trop, mais je pense que ce que j'ai lu dans les années précédentes, ça m'inspire un peu quand même. Parce que dans ton écriture, on sent qu'il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de... Après, de t'as des synonymes. pièces de théâtre. T'as des Oui, codes, c'est ça, t'as c'est des ce que codes je qui sont pensais au respectés, début. tout ça. Ça fait un peu pièce de théâtre quand t'as fait le décompte 1, c'est long, voilà. Ça fait très pièce de théâtre et du coup, ça prend... C'est très bien mis en scène, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus que l'histoire, là. C'est vraiment, c'est super bien écrit. Moi, j'étais absorbé, j'étais en mode... Oh. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer... Attends, je vais peut-être couper la parole à quelqu'un, mince. Non, Attends, vas-y, très bien. Je suis juste fou, en fait. Oui. Du coup, on va passer à la rubrique de Romane, la grande histoire. La grande histoire.
Donc avant de commencer, il faut que je vous rappelle les dates du Moyen-Âge, car je pense, et je suis même sûre, que pour certains, ces dates sont vagues ou bien oubliées. Et c'est normal, hein, c'est pourquoi je suis là, pour vous les rappeler. Aucune modestie. Donc, pour rappel, le Moyen-Âge a commencé en 476, après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui a marqué par conséquent la fin de l'Antiquité. Et oui. Le Moyen-Âge s'est terminé en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, même si certains historiens considèrent que le Moyen-Âge s'est plutôt terminé en 1453 après la chute de Constantinople. Mais bon, je ne veux pas vous perdre, surtout qu'on n'est qu'au début de ma chronique, donc retenez plutôt 1492, ça sera suffisant. Comme vous pouvez le constater, le Moyen-Âge est une grande période de l'histoire, un peu plus de 1000 ans, hein, c'est énorme. Durant ces années-là, il s'est donc forcément passé beaucoup de choses et d'événements importants que je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui plutôt nous concentrer au Moyen-Âge en Espagne. Et donc nous allons attaquer ce sujet et le mot est bien adéquat. Et vous le verrez plus tard. Donc l'Espagne, durant cette période, connaît de nombreuses modifications de ses frontières à cause des guerres de territoire, mais en plus de ça, elle subit aussi de nombreux événements mortels, mortuaires, qui, nous le verrons, n'apportent pas du tout de gaieté en Espagne. Donc tout commence alors à partir de 476, lorsque Euric, le roi des Wisigoths, accompagné de son armée, envahit toute l'Espagne, puis enchaîne sur une conquête de tout le sud de la France, y compris l'Aquitaine. Donc c'est énorme ce qu'il a. Sauf que bon, c'est bien beau de conquérir des territoires, mais le problème c'est de les garder. C'est pourquoi les Wisigoths ont la bonne idée de prendre dans leur armée des Gallo-Romains qui supportent les idéologies Wisigoths. Donc c'est pas vraiment des Wisigoths, mais vous l'avez compris. Question. Est-ce que ça se dit Visigoth ou Visigoth? Moi je dis Wisigoths. Je me posais la question aussi, mais je dis Wisigoths, je sais pas. Je me suis toujours dit Wisigoths. Continue Wisigoth. Wisigoths. Okay. Or, les Gallo-Romains qui sont dans l'armée sont pas fiables à 100%. C'est d'ailleurs en partie à cause d'eux que les Wisigoths ont perdu la guerre de Vouillé en 507 face au roi des Francs, donc Clovis. Et petite parenthèse, est-ce que le nom de la guerre, donc la guerre de Vouillé, vous rappellerait pas quelque chose? C'est une ville pas loin de chez nous. C'est une ville pas Oui, loin, ouais. et oui, et ça s'est vraiment passé pas loin de chez nous. Genre, il y a Clovis. Je sais que... On le voit en cours d'histoire. Ouais. J'ai pas eu les mêmes cours. Au collège, à chaque fois, mon pote... Alors, la bataille de Vouillé, c'est juste à côté, il était trop content. C'était juste à côté. Moi aussi, j'étais contente en faisant mes recherches. Là. Ouais, c'est chez nous. Enfin bref, pour une fois qu'on parle de nous. Donc, bref, revenons-en à cette guerre de Vouillé. Donc, les Wisigoths perdent alors pratiquement tous les territoires français, sauf une petite partie appelée Septimanie, qui leur reste au nord des Pyrénées, sur la côte méditerranéenne. Il leur reste donc alors 7 régions et l'Espagne. Bon, c'est pas rien non plus. Et puis, plus les années passent et moins les choses s'améliorent dans le royaume wisigoth. Entre les rébellions de la Septimanie, la peste qui se répand un petit peu partout, ainsi que les nombreuses confrontations entre le califat omeyyade, ce sont des musulmans en fait, d'Afrique du Nord qui en fait faisaient un max à l'époque. Et donc, eux, toujours plus de territoire, parce qu'ils avaient toute l'Afrique du Nord. Et ils se disent, go to aller en Espagne. Enfin, c'était pas l'Espagne à l'époque, mais ils veulent aller là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont attaquer les territoires wisigoths. Et donc, rien ne va à la fin du 7e siècle. C'est le 19 juillet 711 que les Omeyyades attaquent le royaume wisigoth au sud de l'Espagne et gagnent la bataille de Guadalete, ce qui signe alors le début de la fin du royaume wisigoth, ainsi que le début d'une nouvelle ère, celle des conquêtes musulmanes sur le royaume wisigoth. Ça a duré de 711 à 726, très court. Les Omeyyades, après plusieurs batailles, parviennent en 716 à conquérir toute l'Espagne ainsi que le Portugal. Il ne reste alors aux Wisigoths que la Septimanie à conquérir. Comment cela va-t-il se terminer? Est-ce que les Wisigoths vont réussir à repousser le califat omeyyade ou bien vont-ils périr sous la puissance musulmane? Je ne garderai pas le secret plus longtemps. Les Wisigoths perdent la Septimanie en 719 et perdent les villes de Carcassonne en 724 et Nîmes en 725. Bon voilà, c'en est fini du royaume wisigoth. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Celle donc de la présence des musulmans sur le territoire espagnol.
Mais bon, ce n'est pas pour autant que le califat omeyyade est tranquille. Et non, pendant qu'il était en train de combattre les Francs et les derniers Wisigoths en 722, les derniers Wisigoths donc dans le haut de la France, en 722, il y a une communauté chrétienne appelée Asturize, située dans le nord de l'Espagne, qui résiste encore. C'est le début de la Reconquista. Aidé par des résistants wisigoths et surtout grâce à son avantage du terrain, car c'est en montagne, le royaume Asturize gagne peu à peu du terrain et s'impose de plus en plus dans le nord de l'Espagne. De 844 jusqu'à 860, les Vikings viennent fragiliser le califat de Cordoue, anciennement califat omeyyade, ça a un petit peu changé en 750, en faisant des raids. Donc les Vikings font des règles un peu partout sur les côtes espagnoles et ça vient donc fragiliser cet empire, ce califat. En plus de ça, donc après la mort en 852 de Abd al-Rahman II, qui était donc le calife du califat omeyyade, donc le dirigeant, en fait, il y a de nombreuses révoltes qui apparaissent et donc il est fragilisé encore plus, ce califat de Cordoue. Le royaume Asturize, lui, il en profite, franchement, c'est tout bénef. Alors, il y a des fragilisations du califat de Cordoue et donc ils vont gagner du terrain vers le Portugal et forcément, ça leur fait encore plus de territoire et ça, c'est assez cool. Au Xe siècle, il y a Abd al-Rahman III, cette fois-ci, qui vient remettre un peu d'ordre dans son territoire. Pour ce faire, il va stopper et même repousser les communautés chrétiennes. Puis, dans la première moitié du XIe siècle, le califat de Cordoue disparaît, ce qui crée alors une multitude de royaumes musulmans qui, devinez quoi, s'attaquent entre eux, donc super. Et qui en profite pour gagner des territoires? Je vous donne en mille. Voilà, c'est ça, les chrétiens du Nord, une nouvelle fois. Donc, ils sont guidés par Alphonse VI et ils parviennent en 1085 à conquérir la ville de Tolède. C'est pratiquement pile poil au milieu de l'Espagne, je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est en fait une action très symbolique, car Tolède en fait était la capitale du royaume wisigoth et les musulmans sont alors plus motivés. Donc ça motive en fait les musulmans à combattre les chrétiens. Enfin bref, c'est voilà, c'est ça. Et même si les peuples chrétiens de Castille sont au bord de la séparation, ils parviennent néanmoins à gagner encore et encore plus de terrain vers le sud de l'Espagne. Le 12 juillet 1212 marque la victoire de Las Navas de Tolosa. Les Portugais et les Castillons, ce sont donc les peuples chrétiens, arrivent à conquérir de grandes villes comme Cordoue, Séville et Cadix, mais aussi des régions entières comme Aragon ou les Baléares. Bref, il ne reste qu'une seule région aux musulmans, c'est le royaume de Grenade. Donc ça se situe dans le sud-ouest de l'Espagne et pour les connaisseurs de vin, c'est la région où est produit le Malaga. Voilà, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs ici, mais c'est une petite info. Et donc les musulmans parviennent à garder leur seul territoire durant 2 siècles. Mais comment c'est possible, me diriez-vous? Parce que ça serait facile quand même, c'est juste une petite région. Eh bien, en fait, les royaumes chrétiens, pendant ces 2 siècles, ils ont tout simplement d'autres chats à fouetter. En fait, entre la première guerre civile de Castille de 1351 à 1369, en plus de ça, il y a la peste noire qui, dès 1348, rentre sur le territoire espagnol et y reste pendant de longues années. En fait, elle repart et elle revient. Enfin, bref, c'est infernal. C'est une grippe ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Un peu comme le Covid à l'époque, mais là, c'est un peu pire. Ouais, c'est pire. Et donc, j'espère que le Covid ne reviendra pas comme ça parce que. Oui, oui. Voilà. Bref, fin de la parenthèse. Et donc, on ajoute à cela des pénuries, des hausses des prix, des crimes faits par des nobles sur la plèbe, parce que voilà, c'est super, c'est ce qu'ils se disent. Et puis, tiens, pourquoi pas, une seconde guerre civile de 1474 à 1476. Donc, vous l'avez compris, c'était plutôt mouvementé dans les royaumes chrétiens. Et donc, c'est finalement en 1492 que les Castillons conquièrent le royaume de Grenade et achèvent par conséquent la Reconquista. Tout le royaume espagnol est donc soudé. Et voilà, c'en est fini des musulmans qui sont sur le territoire espagnol. Et donc, dans la même année, 1492, les Castillans, encore en soif de territoire à conquérir, vont se lancer dans une aventure coloniale. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
Et ça vous dit sans doute quelque chose, j'espère. Oui. Voilà. Sur, Et la boucle est bouclée. J'ai commencé par 476 et C'est je vrai. finis par 1492. Qui est la fin du coup du Moyen-Âge. Voilà, c'est Ok. ça. Donc merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup surtout à Roman d'être venu. Avec plaisir. C'est Oui, super, merci super d'être venu. sympa. C'était Deux cool. fois en Plaisir. plus. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, reviens quand tu veux. Ouais. Donc les mots dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine c'est férié. Ah bah non, mais après, c'est les vacances. Après, c'est les en plus. vacances. Après c'est Mais vacances. oui. Oh. C'est la dernière mission Dans avant les vacances. 3-4 Ouais, c'est ça. semaines. Oui, Ouais. c'est Ouais, cela. c'est Voilà. ça. Donc ce sera Godeluro, loi abstène, troglodyte, Niklal. Nique ta lope. Ok, nyctalope, patate, fanfaron, zombie, corde, maison et le thème c'est Disney. Merci à Roman en tout cas. Avec plaisir. Donc on se retrouve dans 4 semaines comme on l'a dit. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, contact@radio-delta.fr. Aujourd'hui, pas de chanson en rapport avec le thème du jour, mais par contre, on rend un petit hommage à Claude François qui est mort le 11 mars 1978. Donc c'est les 43 ans de sa mort. On vous laisse avec sa chanson du téléphone pleure. Du téléphone pleure, oui. Ok, du téléphone pleure. C'était Romain, Nathan, Roman et Roman aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.